Bonjour Nico. Salut Antoine. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va parler de rupture de pattern, de somnambulisme et d'humour en séance. Parfait, eh bien, c'est parti. Bonjour à tous, et je suis très heureux de vous retrouver après un petit break pour l'été. Le QRH fait sa rentrée, toujours en compagnie de Nico pour les questions, et les questions que vous avez posées, qu'il a récoltées, et auxquelles je vais tâcher de répondre tant bien que mal. Et puis, je vous invite donc à continuer de poser vos questions, à partager le podcast sur les réseaux sociaux, à liker, à commenter, à donner vos avis, vos retours sur les expériences. Voilà, partagez aussi si vous n'êtes pas d'accord, on peut faire des débats et poser vraiment aussi toutes sortes de questions. Vraiment, c'est grâce à vos questions qu'on peut continuer d'avoir cet échange. Et d'ailleurs, la première question, Nico, laquelle est-elle? Eh bien déjà très heureux de te retrouver, moi aussi après ces vacances, et la première question est la suivante. Pourriez-vous aborder les ruptures de pattern, les différentes formes, bonnes pratiques, et surtout quelles utilisations on peut en avoir? Oui, rupture de pattern, d'accord. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, pas vraiment. C'est un thème pourtant dont on entend souvent parler. Moi, c'est vrai que j'en parle assez peu. Pourtant, c'est vraiment très très intéressant. Ouais, c'est vrai. Alors on parle maintenant de rupture de pattern. À une époque, on parlait plutôt d'interruption de pattern, qui est plutôt la traduction de l'anglais. Voilà, parce qu'en anglais c'est interrupt. Donc moi, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à parler de interruption de pattern, qui est peut-être un peu moins cash que rupture. Même, bon, c'est assez synonyme en fin de compte. Mais derrière ça, je pense qu'il y a vraiment... c'est intéressant de pouvoir faire une petite mise au point là-dessus, parce que je pense qu'il y a il y a un glissement de sens de plus en plus, notamment lié à des pratiques comme dans l'hypnose de rue, où c'est vraiment, surtout dans cette pratique-là, que le terme est très 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 utilisé dans les inductions. Mais il faudrait, je pense, d'abord parler du pattern. Qu'est-ce que c'est que le pattern? Bon, on a gardé cet anglicisme qui, en réalité, signifie un un schéma de comportement automatisé, une séquence de comportement automatisé, complètement automatique. Alors, je vais donner un exemple parce que c'est pas forcément si intuitif que ça quand on le dit comme ça, mais en fait, c'est quelque chose qu'on connaît tous. Par exemple, quand j'ai appris à faire mes lacets, j'ai appris à faire un geste, par exemple une petite boucle avec mes lacets, puis un autre geste, passer, alors je sais plus comment on fait, passer un lacet autour de la boucle, et puis un autre geste, faire une autre boucle, et puis un autre geste, passer dans le trou, etc. C'est différents petits comportements, différentes petites actions que j'ai appris à faire les unes derrière les autres. Donc c'était étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Peut-être avec une petite comptine pour s'en souvenir au début. Puis, au bout d'un moment, à force de le répéter, ces différentes actions se sont soudées entre elles, elles se sont automatisées. Quand je fais la boucle, ben, je sais que voilà, mes mains elles font toutes seules l'action suivante, et puis l'action suivante, et puis l'action suivante. Et au bout d'un moment, ça constitue une seule et même action. À force de se souder entre elles, ça fait un bloc, un seul bloc. Et donc, c'est plus faire une boucle, passer autour de la boucle, rentrer dans la boucle, etc. C'est faire mes lacets. C'est une seule et même action. Si bien que quand je la commence, faut que j'aille jusqu'au bout. Si on m'interrompt au milieu, c'est pas évident de continuer. Parfois, il faut zut, alors il faut que je refasse depuis le début, quoi. Parce que bon, en fait, j'appuie sur play au début, puis la séquence se déploie automatiquement jusqu'au bout. C'est devenu un comportement appris, quoi, un comportement complexe c'est-à-dire composé de différents comportements plus simples. Mais qui eux-mêmes sont déjà complexes. Hein, bon, voilà. Et par exemple, le langage, c'est ça. Quand je fais une phrase, je mets des bouts de mots les uns derrière les autres. Bon, mais il y a des phrases types que je dis tous les jours. Bonjour, comment ça va? C'est un pattern, mais en réalité, c'est pas si facile que ça à articuler au départ. Mais disons que voilà. Donc ça, par exemple, c'est devenu un pattern comportemental de faire mes lacets. Mhm. Et c'est vrai que si on m'interrompt au milieu, non seulement il faut que je reprenne le début, mais probablement que je risque d'être un peu hagard. J'étais dans un comportement automatique, et quand on interrompt un comportement automatique, souvent ça crée une petite brèche. Alors, elle va pas forcément durer très longtemps, hein. Je vais assez vite me réorganiser, soit râler, dire ah attends, laisse-moi tranquille, laisse-moi me concentrer, ou soit voilà. Enfin, en tout cas, je vais avoir un comportement, je vais choisir quelque chose, et puis je vais peut-être reprendre depuis le début. Mais il y aura peut-être un petit moment de suspension où je serai interrompu dans ce que j'étais en train de faire et un petit peu hagard. Une petite micro-hypnose, enfin une petite micro-brèche dans laquelle on pourrait amorcer une hypnose, voilà. Et donc souvent c'est utilisé dans ce sens-là. Mais voilà, donc il y a ces séquences-là, il y a ces patterns-là, mais en réalité ces patterns ils peuvent être des comportements, et ils peuvent être des comportements aussi pathologiques évidemment. Par exemple,
Quelqu'un qui, à chaque fois qu'il mange, doit finir son assiette. Quelque part, il y a un schéma de comportement. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire autrement que d'arriver jusqu'au bout de cette séquence qui est de finir son assiette. Et si on l'interrompt en plein milieu, qu'est-ce qui se passe ? Alors, pas forcément une transe, mais plutôt, enfin, pas forcément une suspension, comme ça, il n'est pas forcément hagard, mais il va plutôt avoir un état de manque. Donc, on voit bien qu'il y a un pattern de comportement qui, dans ce cas-là, est négatif, qui, dans d'autres cas, peut être positif. Enfin, dans ce cas, il est négatif si la personne s'en plaint, évidemment, mais donc il y a des schémas, des séquences complètes comme ça qu'on a l'habitude de faire et qui sont presque automatisées. C'est un automatisme. Quand on dit souvent dans le langage courant, ah oui, j'essaye de faire attention, mais c'est un automatisme. J'ai ce réflexe, et c'est un réflexe personnel qu'on a appris. Et c'est la même chose aussi à un niveau mental, c'est-à-dire qu'on a des patterns mentaux. Si on me dit comment tu t'appelles, je dis je m'appelle Antoine. En réalité, voilà, il s'est passé toute une séquence, ça a activé, on a appuyé sur un bouton qui a activé toute une séquence à l'intérieur de moi qui aboutit à cette phrase. On pourrait m'interrompre en plein milieu, on pourrait aussi dire comment tu t'appelles, hop, et au moment où je suis en train de répondre, on pourrait me couper. Si on me coupe la parole, parfois quand on nous coupe la parole en plein milieu d'un truc qu'on était en train de dire, on avait une parole qui était en train de partir, on avait une séquence qui était en cours, et hop, on a interrompu en plein milieu. Et de la même façon, donc les patterns psychologiques, ça va être par exemple quelqu'un qui... prenons par exemple quelqu'un qui est très narcissique, quelle que soit la conversation que vous avez avec lui, à un moment donné, il va revenir à lui. Par exemple, il vous demande ah, t'étais où en vacances ? Vous dites, je sais pas, moi j'étais en Normandie. Il dit, ah, moi la Normandie, je connais, j'y étais. Il s'en fiche, il va totalement, immédiatement revenir à lui. Ça va être son pattern, immédiatement, systématiquement. Il y a toujours ce schéma. Toute conversation revient à son expérience et au récit de sa propre vie. Quelqu'un qui va être passionné par quelque chose, enfin limite un peu monomaniaque, par exemple quelqu'un qui apprend l'hypnose, disons, bien dans toute conversation, il va parler que d'hypnose tout le temps, en permanence. Ah, ça va saouler tout le monde. On va dire, tu peux pas parler d'autre chose. Vous allez dire, ah tiens, je commence à apprendre la guitare. Ah ouais, la guitare, c'est intéressant parce qu'on peut l'apprendre par l'hypnose. Ah mon Dieu. Donc on voit qu'il y a un pattern qui se crée. Et justement, c'est là que c'est intéressant de pouvoir aussi les interrompre. Donc les patterns, c'est au sens très très large. On pense souvent, par exemple, à l'interruption de la poignée de main, qui a été popularisée pas mal par Bandler, mais qui en réalité était décrite déjà par Erickson avant. C'est pas la même interruption. Chez Bandler, il l'interrompt avant de serrer la main. Chez Erickson, c'est après avoir serré la main. Il interrompt le fait de reprendre sa main, et qu'on voit pas mal popularisé justement en hypnose de spectacle ou en hypnose de rue. Bon, là, c'est basé aussi sur le fait que une poignée de main, c'est tout un pattern. Je tends ma main, je serre la main, je fais quelques mouvements, je reprends ma main. Ça, c'est la séquence entière. Et si on interrompt au milieu, parfois, ça peut créer une suspension aussi. Voilà. Donc, il y a différents niveaux. Et justement, voilà, qui peuvent être des comportements, qui peuvent être des pensées, qui peuvent être des choses acceptables, des choses sociales ou des choses neutres, qui peuvent être des patterns négatifs. Et ce qui est intéressant, c'est l'interruption a plusieurs intérêts. Par exemple, un joueur de tennis, ou un joueur de tennis de table, par exemple, en particulier, ils font beaucoup ça, mais les joueurs de tennis aussi, ils vont essayer de créer des patterns. Par exemple, j'envoie la balle au fond à gauche, puis au filet à droite, puis au fond à gauche, puis au filet à droite, puis au fond à gauche, puis au filet à droite, puis donc mon adversaire, au bout d'un moment, son cerveau commence à anticiper, et au moment où il anticipe, tac, au filet à gauche. Je l'envoie ailleurs au moment où mon adversaire commençait à intégrer lui-même inconsciemment le pattern. Et je vais casser le pattern, et je vais le surprendre, et il aura un temps de retard, et là, je peux gagner le point. Cela dit, ça se fait aussi, même une équipe de foot, par exemple, sait que ses adversaires sont en train d'étudier ces patterns, c'est-à-dire ces schémas, ces structures récurrentes, ces séquences, et donc pour un match, elle peut essayer de les prendre de court, en interrompant, en cassant le pattern, en arrivant, ou un combattant, par exemple, qui est connu pour, je sais pas moi, un boxeur qui est connu pour faire beaucoup de uppercuts, par exemple, va peut-être se mettre sur autre chose pour surprendre son adversaire. Il va essayer d'interrompre le pattern. Donc l'interruption de pattern est quelque chose qu'on retrouve évidemment bien en dehors de l'hypnose, et également, par exemple, dans les thérapies comportementales. Par exemple, je ne sais plus qui faisait ça, c'est intéressant, on m'avait parlé de ça, qui demandait, quand il y a un couple se dispute, et a l'habitude de se disputer, mais c'est peut-être Franck Farelli qui demandait ça, je ne sais plus qui, il faudra retrouver ça, si quelqu'un connaît, vous pouvez me le dire, qui demandait systématiquement au couple de s'enregistrer quand ils se disputent.
Résultat, vous avez un couple qui commence à se disputer, donc qui a son pattern systématiquement, voilà, ça, c'est toujours pareil, c'est sur un détail, il y a lui qui va dire ça, elle qui va répondre ça, puis systématiquement ça finit en jus de boudin. Donc, mais là, il y a une nouvelle tâche. Le thérapeute a demandé que vous vous enregistriez. Donc là, à ce moment-là, il faut interrompre et dire attends, on va chercher l'enregistreur. Et là, quelque part, la spontanéité de la séquence est cassée, quoi. Une fois qu'ensuite vous avez un enregistreur entre vous, et que, bon, on en était où oui, t'étais en train de me reprocher ça. Bon, probablement qu'ensuite ça casse la spontanéité et ça permet aux gens d'avoir une sorte de regard sur eux-mêmes. Donc on voit que justement, souvent d'ailleurs, des prescriptions de tâches dans les thérapies comportementales visent à casser une habitude, une mauvaise habitude. Casser quelque chose qui est automatisé et le rendre moins automatique. La pleine conscience, d'ailleurs, consiste en ça aussi. Par exemple, quand on dit qu'il faut manger en pleine conscience. Bah oui, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de manger de façon si automatique que parfois je fais pas gaffe aux quantités. Je suis incapable de dire combien de bouchées j'ai mangé de mon plat. J'ai peut-être savouré la première, peut-être je me souviens de la dernière, mais les autres au milieu, je les ai mangées de façon robotique. Et en pleine conscience, on essaye de vous ramener de la conscience au milieu de tout ça, pour empêcher que ça soit automatique. Donc d'une certaine façon, on a une façon de déconstruire un pattern aussi. Y a d'autres utilisations. Alors en hypnose, ce qui est intéressant, c'est l'utilisation par la suggestion post-hypnotique. Prenons par exemple un fumeur qui va... donc son pattern, ça va être par exemple, il y a quelque chose qui se déclenche à un niveau inconscient, qui lui donne l'instruction de fumer. Puis cette instruction inconsciente va devenir un désir, une envie, ou peut-être l'idée de fumer. Puis cette idée de fumer, ce désir de fumer, va devenir le fait d'aller en quête de la cigarette. Peut-être, par exemple, aller chercher le paquet dans la poche, puis tirer une cigarette, puis allumer la cigarette, puis la fumer, une latte, une deuxième latte, etc., jusqu'à la fin. Et voilà, fin de la séquence. Eh bien, en suggestion post-hypnotique, quand on a quelqu'un qui est dans une hypnose assez profonde, on peut programmer quelque chose. Par exemple, tout bêtement, à n'importe quel moment de cette séquence, ça peut être par exemple quand vous avez le paquet de cigarettes dans la main, vous allez à ce moment-là, c'est tout bête, mais vous allez vous chanter une chanson dans votre tête. Vous allez vous chanter au clair de la lune 3 fois dans votre tête. Et on l'automatise, c'est-à-dire qu'on le rajoute vraiment dans la programmation. Résultat, la séquence, c'est j'ai envie de fumer, voilà. Oui, j'ai la pulsion, donc j'ai envie de fumer, donc je vais chercher mon paquet de cigarettes, donc il faut que je chante dans ma tête 3 fois au clair de la lune, puis j'ai le droit de fumer une cigarette. Et le simple fait de casser ça, ça peut laisser le temps pour qu'il y ait une brèche, pour que la personne puisse trouver que c'est absurde, perdre son automatisme et s'en débarrasser. Alors parfois, voilà, il y a des stratégies, on voit chez Erikson par exemple, qui était quand même quelqu'un qui maîtrisait pas mal ça, cette façon, voilà, pour ainsi dire, de foutre la merde dans les habitudes de la personne en allant programmer un petit truc en plus ou en trop au milieu de son habitude, pour que ça vienne, c'est le petit grain de sable dans le grenage qui va l'empêcher de faire comme d'habitude, et qui va l'obliger à résoudre ce nouveau problème, d'une manière ou d'une autre. Par exemple, voilà, il y a ce problème, il y a cette séquence, c'est long, ça me fait perdre du temps. Ou par exemple, si on dit à quelqu'un à chaque fois que tu prendras une cigarette, tu auras le droit de la fumer, bien sûr. Mais il faudra que tu écrives une page entière expliquant toutes les raisons que tu as toutes les bonnes raisons que tu as de la fumer. Probablement que la personne va très vite se démotiver, en fait. On va alourdir sa séquence. C'est plus du tout aussi automatique. Bon, je donne un exemple, là, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais bon, c'est pour caricaturer. Donc en hypnose, c'est une stratégie qui a été développée, qu'on a modélisée chez Erikson, c'est l'interruption de pattern, précisément. Mais aujourd'hui, on en parle moins. On parle moins de l'interruption de pattern, de la rupture de pattern pour résoudre, pour empêcher des patterns pathologiques par la suggestion post-hypnotique que pour l'induction plutôt. Alors d'ailleurs, par exemple, je prenais l'exemple de comportement, mais c'est la même chose si quelqu'un, par exemple, systématiquement, quoi qu'on lui dise, revient à des pensées négatives. Il a un pattern où cognitif, ou systématiquement, quoi qu'on lui dise. Par exemple, vous lui dites, ah, dis donc, il fait beau aujourd'hui. Ah ouais, mais enfin, bon, il fait pas si beau que ça non plus. Et puis, en plus de ça, ils ont annoncé de la pluie. Ah, punaise. D'accord, ok. Tiens, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. On va pouvoir partir en vacances. Ah ouais, mais va falloir organiser, puis je suis sûr que ça va tomber à l'eau. Ah, d'accord, ok. Tiens, ça te dit qu'on aille au cinéma ce soir. Oh, de toute façon, il n'y a pas de bon film, et puis le cinéma, c'est toujours pareil. Bon.
on en connaît tous, hein, des personnes qui ont systématiquement ce schéma où ils vont voir le négatif ou voir le danger systématiquement. Donc là, pareil, par l'hypnose, on peut venir interrompre ça, par exemple, ou créer un temps de recul où on pourrait très bien dire... c'est le fameux tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, par exemple. Ça pourrait être ça pourrait être avant d'exprimer votre avis, vous aurez une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dira, qui va rigoler, par exemple. Vous entendrez un rire intérieur. Ça pourrait être amusant de faire ça pendant quelques semaines, le temps que la personne se rééduque à avoir un regard positif. Voilà, donc il y a un pattern, et puis par l'hypnose, en effet, on peut venir non pas essayer de résoudre le problème, mais plutôt créer un problème à l'intérieur du problème. Poser problème au problème, pour que la personne soit amenée dans un second temps à le résoudre par elle-même. Donc ça, c'est un usage en hypnose. Donc je rentre pas forcément dans les détails, évidemment, pour pas faire un cours ici, c'est pas approprié sur toutes les techniques qui permettent ça, mais bon, après, voilà, si vous connaissez la suggestion post-hypnotique, ça peut vous donner des idées pour ça. Je pourrais mettre un lien, d'ailleurs, on en a parlé de la suggestion post-hypnotique dans un autre podcast, on mettra un lien dans la description. Mais je disais, ouais, c'est vrai qu'on en parle surtout aujourd'hui pour l'induction. C'est vu comme une technique d'induction, moi je dirais plutôt une technique d'amorçage de l'induction surtout. Donc comme je parlais tout à l'heure, plutôt l'interruption de poignée de main par exemple, des choses comme ça. Ouais, ça tourne souvent autour des mêmes. Hein. Alors il y a aussi le fait de déboîter l'épaule de quelqu'un qui est appelé rupture de pattern. En réalité, il n'y a pas forcément de pattern à la base. Plutôt c'est confondu. Le terme est souvent confondu avec... les gens ne font pas forcément chercher à comprendre ce qu'il y a derrière les mots qu'ils utilisent, donc souvent c'est confondu avec les techniques de choc ou de surprise. Alors l'humour est basé sur souvent une interruption de pattern, la surprise aussi parfois, mais disons que l'interruption de l'attente, c'est pas forcément la même chose que l'interruption d'un pattern. Par exemple, la technique des papillons, là où on fait des petits gousi-gousi avec les doigts devant les yeux de quelqu'un, puis soudain, tac, on interrompt ça. On peut pas vraiment dire qu'il y a encore un pattern automatique qui se soit installé. C'est plutôt juste voilà, un effet de surprise, de suggestion directe, de diversion. C'est pas à proprement parler, vraiment très très proprement ce qu'on pourrait appeler une rupture de pattern, mais c'est souvent mis dans cette catégorie-là. Mais en réalité, derrière ce mot, il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant que ça. Il y a vraiment toute une façon, enfin, il y a vraiment un processus qui est vraiment passionnant. Notamment d'ailleurs moi j'avais fait deux articles d'ailleurs à une époque à propos d'un très bon article d'Erikson sur l'interruption de la prestation post-hypnotique. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est qu'Erikson Erikson décrivait ça, c'est que quand vous avez quelqu'un qui est en hypnose profonde, vous pouvez lui faire une suggestion post-hypnotique du genre, eh bien, quand vous ne serez pas en hypnose, à un moment donné, je dirai le mot banane, et quand vous m'entendrez dire le mot banane, vous allez vous lever, vous irez vous servir un verre d'eau, vous le boirez, et puis vous reviendrez vous asseoir. Imaginons une suggestion aussi banale que ça. Donc, je réveille la personne, elle ne se souvient pas de l'instruction, puis à un moment donné, en lui parlant, je lui dis banane. Hop, elle se lève, elle va dans la cuisine, elle se sert un verre d'eau, elle revient, elle s'assoit. Bon. Elle a exécuté la tâche, voilà, elle a fait ce qu'Erikson appelle une prestation post-hypnotique, c'est-à-dire qu'elle a exécuté ce qui lui avait été programmé en hypnose. Bien. Ensuite, Erikson décrit un truc qui a été décrit bien avant lui aussi, hein, mais qui est intéressant, c'est d'interrompre ça. Par exemple, la personne commence à marcher pour aller boire ce verre d'eau, et soudain, il n'y a pas de verre. Vous avez caché le verre. Alors, dans la vie ordinaire, s'il se passe ça, si quelqu'un a soif et qu'il veut aller chercher un verre et qu'il ne trouve pas de verre, il va dire « Dis-donc, où est-ce que tu as mis le verre ?» Ou il va chercher un verre, il va avoir un comportement qui va s'adapter. Mais quelqu'un en hypnose, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va souvent avoir... Alors, soit il va rester complètement hagard, il va rester immobile, comme une statue, complètement figé, soit il va commencer à angoisser. Il n'est pas bien parce qu'il y a un truc qui doit se faire, il doit boire ce verre d'eau, c'est programmé en lui, et il se sent pas bien, il commence à stresser. Mais dans les deux cas, de toute façon, on intervient à ce moment-là, et à ce moment-là, on peut très 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 facilement, on a quelqu'un qui est dans le même état qu'une personne qui serait le meilleur sujet possible, en fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut très facilement le faire plonger en un claquement de doigts dans une hypnose extrêmement profonde et faire une séance entière.
puis ensuite lui rendre le verre et lui faire boire le verre, et puis il va développer une amnésie. Enfin, Erickson parle de plein d'applications de ça, notamment pour la réinduction, pour l'approfondissement. Enfin, il y a plein d'applications intéressantes. C'est pour ça que j'avais fait un peu des articles pour vulgariser les différents articles. Donc je mettrai les liens dans la description également. Je les avais déjà mis d'ailleurs, les liens vers ces articles-là. Mais bon, comme vous n'avez pas forcément épluché toutes les descriptions, c'est l'occasion de les remettre. Parce que là encore, on est face à une utilisation très intelligente de l'interruption de pattern, puisqu'on peut considérer que la prestation post-hypnotique, c'est-à-dire le fait, entre le mot banane et le fait de boire un verre d'eau, c'est une séquence, c'est automatique. C'est pas automatisé par la répétition et par l'habitude, comme le fait de faire les lacets, mais c'est automatisé parce que c'est de l'hypnose. Et l'hypnose, ça crée des comportements automatiques. Et donc, il crée un pattern et il l'interrompt. Et ça, c'est vraiment aussi là, on est dans des niveaux quand même un peu mieux que que le tirage de bras ou l'interruption de poignée de main. Quand on est dans des choses un peu plus stimulantes. Donc, c'est un terme qui, moi, quand je l'entends, quand j'entends rupture de pattern ou interruption de pattern, ça me fait saliver. C'est passionnant, c'est très profond. Mais après, c'est vrai que ce qu'on voit à droite à gauche sur ces questions-là est parfois un petit peu répétitif, il faut l'admettre. Donc je ne sais pas si j'essaye, voilà, ce qui me vient à l'esprit sur ce thème-là, mais je pense que il y aura encore beaucoup à en dire, mais surtout rentrer dans les détails. Mais du coup, je suis peut-être allé un peu vite sur certains trucs, donc si vous avez des questions spécifiques, si vous voulez que je détaille certaines choses que j'ai dites là, n'hésitez pas à reposer des questions dans les commentaires. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'il devient une autre question, Nico, là-dessus ? Là-dessus, t'as parlé des utilisations possibles, de comment ça se pratiquait, et des différentes formes. Donc du coup, je pense que t'as fait un peu le tour de la question. C'est sûr qu'on pourrait y passer des heures à nouveau, mais Notamment, je pense, voilà, pour être plus concret sur les applications, sur les addictions, clairement, on a sur les addictions, sur les TOC, c'est où il y a beaucoup d'automatisme dans ces choses-là. On est vraiment sur un truc qui est très très intéressant à faire. Ok. Ouais. Est-ce que tu veux passer à la prochaine question ? Bah oui, avec plaisir. Ok. Alors c'est vrai qu'au début je vais parler de somnambulisme. Là c'est une question qui concerne le somnambulisme. Tu en as parlé en tant qu'état modifié, mais comment accompagner quelqu'un qui en souffre depuis sa plus jeune enfance et qui souhaite s'en débarrasser ? Donc là on est plus dans le sommeil. Ah oui, parce que le somnambulisme, c'est vrai que quand on fait de l'hypnose, au bout d'un moment, le somnambulisme, on finit par comprendre ce dont j'avais parlé, d'ailleurs, dans d'autres podcasts à plusieurs reprises, c'est-à-dire l'hypnose somnambulique. Le 11, je crois. Dans le 11 et peut-être dans le dernier, même. Ok, on mettra les liens aussi. Voilà. J'en parle régulièrement, c'est sur l'hypnose somnambulique. C'est un état d'hypnose qui passe par la recréation ou l'imitation du somnambulisme. Mais c'est vrai que c'est pas la même chose que le somnambulisme pathologique. Ouais. C'est-à-dire quelqu'un qui, la nuit, se lève ou parle ou fait des choses qu'il ne devrait pas faire, en gros. Donc ça c'est quelque chose... Il y a pas mal de parents qui s'inquiètent quand leurs enfants font ça. Bon, c'est très très fréquent. Il y a des âges, vous regarderez, vous renseignerez sur la question pour voir exactement à quels âges. Mais il y a des âges où il y a des proportions très très grandes où les enfants, typiquement font du somnambulisme, beaucoup les garçons d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a statistiquement une différence, mais moi dans ce que j'entends, j'ai surtout les garçons, et puis ça passe, chez beaucoup d'enfants ça passe, et puis il y a des adultes qui continuent d'avoir ces crises de somnambulisme. Alors on peut en avoir de façon exceptionnelle, par exemple à cause de l'alcool, ou à cause un sommeil perturbé pour une raison ou pour une autre, ou à un moment donné où on est particulièrement tracassé par une idée, et qui nous empêche de dormir profondément. Mais quand ça ne passe pas, quand c'est pas juste ponctuel, c'est vraiment ennuyeux parce qu'en général quand même, le sommeil est moins réparateur, moins profond. La personne elle est fatiguée le lendemain. Puis si on dort pas seul, c'est le sommeil de l'autre qui est endommagé par mon somnambulisme. Parce que parfois le somnambule il est content, lui il s'en fout, il se réveille le matin, il se souvient de rien. Mais bon, quand même souvent c'est pas un sommeil de très très bonne qualité, et puis ça peut poser des problèmes de sécurité évidemment, si je descends un escalier, ou si je sors de chez moi, ou si je manie un outil dangereux. Il y avait des récits comme ça pittoresques de gens qui par exemple coupaient du bois toute la journée, et puis du coup en somnambulisme ils sortaient couper du bois la nuit, puis parfois ils pouvaient se faire du mal quoi. Donc évidemment quand on pense au somnambule, on pense à cette caricature du somnambule qui marche les mains devant sur le fait d'un toit comme ça. Je sais pas d'où vient cette image,
Mais les mains devant, oui, c'est possible que s'il oublie d'ouvrir les yeux, il tâtonne, mais en général, un somnambule, il peut se comporter d'une manière qui est identique à quelqu'un de réveillé. Quelqu'un de réveillé, ouais. Ouais. Et il y a notamment des pulsions qui peuvent se faire en somnambulisme, comme manger par exemple. On a la boulimie somnambulique, des gens qui se lèvent la nuit, qui vident leur frigo, enfin qui mangent, et qui font une belle crise, et puis qui retournent se coucher, puis qui s'en souviennent pas le matin, ou à peine, qui ont l'impression d'avoir rêvé ça. Mais qui découvrent, qui le découvrent, quoi. Puis surtout qui prennent du poids à cause de ça. Donc globalement, quand même, c'est une demande qui est souvent faite, et qui est souvent formulée à des gens qui font de l'hypnose, parce que les gens sentent bien qu'il y a un rapport, qu'on n'est pas dans le rationnel, que ça sert à rien de rationaliser. Et donc la question c'était comment faire. Ouais. Bon, je peux Pour pas. accompagner quelqu'un qui en souffre depuis sa plus jeune enfance et qui souhaite s'en débarrasser, en fait. Ouais, bon, je peux pas faire un cours, je peux pas donner des techniques Ouais. complètement détaillées ici, mais quand même, je pense que voilà, il y a un trouble de l'inhibition de la motricité. Normalement, quand je dors, ma motricité doit être inhibée. C'est-à-dire que si je m'imagine, que j'escalade une montagne, eh bien, je ne vais pas commencer à faire les mouvements d'escalader une montagne dans mon lit. Normalement, dans mon lit, je suis pas immobile. Je suis pas immobile. Le sommeil, c'est pas de l'immobilité, mais c'est quand même pas une grande mobilité en général. Mais je me retourne, je respire, je me gratte, je enlève la couette, je remets la couette. Je fais un certain nombre de choses, mais qui appartiennent à l'action dormir. Dormir d'un bon sommeil bien reposant. Donc normalement, mon corps, lui, il dort, c'est-à-dire il fait toutes ces choses qui sont associées au sommeil. Et puis moi, soit je pense à rien dans les états végétatifs, soit je rêve, quoi. Mais quand je rêve, je peux rêver de différentes actions, mon corps s'en fiche. Or, chez certaines personnes, dans certaines phases du sommeil, mais surtout chez certaines personnes, cette inhibition, elle s'accomplit pas bien. Le sommeil est léger quand même, et le corps est très réactif. Par exemple, il s'imagine avoir une conversation, et il bafouille les mots, il parle, et chez certains, ça peut même aller en effet jusqu'à, voilà, j'ai l'idée d'une action qui me traverse l'esprit, je vais me lever, accomplir cette action, et retourner me coucher, et tout ça sans se réveiller. C'est-à-dire que le corps se réveille, mais le cerveau ne va pas se réveiller. Or, ce qui est intéressant, du coup, c'est peut-être en hypnose de travailler là-dessus, c'est-à-dire de travailler à cette inhibition. Donc, surtout pas de faire du somnambulisme, au contraire, peut-être travailler à faire de la paralysie, ou alors de la mollesse, de la relaxation, de l'hyper-relaxation en hypnose, et travailler à ce que la personne puisse imaginer toutes sortes de choses, extrêmement dynamiques, pourquoi pas, tandis que son corps, lui, reste parfaitement indifférent à ça, complètement dissocié. Et cet état parfaitement dissocié où le corps, lui, il est imperturbable, et même l'expression du visage, la respiration, le rythme cardiaque, tout ça reste tranquille, tandis que la personne, elle, d'un autre côté, à un niveau psychologique, s'imagine toutes sortes de choses très dynamiques. Donc voilà, on obtient ça en hypnose, puis après on le généralise, on dit, voilà, on en fait une suggestion possible, on en fait un ancrage, c'est-à-dire on dit, quand vous serez dans votre lit, vous retrouverez cet état où votre corps n'aura qu'une chose à faire, c'est de dormir. Et étonnamment, on obtient quand même de bons résultats très rapidement. D'abord parce que les inductions sont très faciles. En général, les gens qui font du somnambulisme à la nuit, ils rentrent en hypnose profonde très vite. Pas toujours, mais en général, là, pas de problème sur l'induction. Ça ne veut pas dire qu'il faille bâcler son induction pour autant. Passez quand même du temps à vous assurer que la personne est dans une bonne hypnose. Mais les hypnoses, même somnambuliques, avec amnésie, on les obtient facilement chez un somnambule. Mais justement, peut-être que ce qu'on va lui apprendre, c'est à résister d'une certaine façon. C'est-à-dire que les idées, à l'intérieur de lui, ne donnent pas, ou d'elle, ne donnent pas lieu à des exécutions physiologiques. C'est-à-dire que son corps ne répond pas aux idées. Peut-être donner lui faire imaginer un verre d'eau et pourtant il n'a pas soif, ou elle n'a pas soif. Lui faire imaginer son plat préféré et pourtant ne pas saliver. Qu'il y a une plus grande distanciation entre la fiction d'un côté et la façon dont le corps réagit. Et donc ça peut être une chose, ça peut être une piste, mais ce sont des pistes, évidemment, cet apprentissage. Apprendre à ce que le corps se fiche complètement de ce qui se passe dans la tête, c'est une chose, mais c'est une chose qui est possible uniquement s'il n'y a pas quelque chose derrière. Et je dis bien s'il n'y a pas quelque chose derrière, parce qu'il y en a, j'ai des collègues, c'est leur philosophie, c'est qu'il y a toujours quelque chose derrière. Non, il n'y a pas toujours quelque chose derrière, il y a parfois des dysfonctionnements mécaniques où la personne n'a pas bien appris à inhiber sa motricité, on le rééduque tout simplement. Mais parfois il y a quelque chose derrière, parfois ce somnambulisme il est motivé par
par un cauchemar, une pensée récurrente, une obsession, quelque chose qui n'est pas accompli et qui hante la personne et qui la lâche pas même la nuit. Alors en ce cas-là, si la crise est toujours la même, par exemple, parce qu'il y a des gens qui sont somnambules, mais ils vont faire des choses différentes en fonction de l'idée qui leur passe par l'esprit. Mais il y a des gens, ils vont faire toujours la même chose. Peut-être qu'on peut explorer ce que ça veut dire. Voilà. Là, il y a un travail de fond à faire. Mais bon, pas toujours, parfois déjà. Après, il faut quand même dire que ça va souvent avec des personnalités, soit une personne qui est dans une période où elle est fragile, fragilisée, fatiguée, psychologiquement, etc. Soit une personnalité globale, si c'est pas juste périodique, si c'est pas juste ponctuel, une personnalité globale qui pourrait souvent mériter d'être renforcée dans, peut-être je vais pas dire être rendu moins sensible, mais quand même peut-être gagner du contrôle sur sa sensibilité, gagner plus de résistance, plus de consistance aussi être moins sujet à peut-être moins ouais, on va dire, je fais gaffe à ce que je dis, mais on va dire concentrer l'émotion, mieux contrôler, mieux gérer l'émotion, donc il y a peut-être un travail de fond, c'est-à-dire que ce qui se passe la nuit n'est peut-être que l'expression de quelque chose qu'on peut observer aussi dans la journée, c'est-à-dire que les idées ont trop d'impact, ce qui traverse l'esprit de cette personne, ou ce qui lui est dit, ou ce qui lui est présenté, ou ce qu'elle voit, cette personne, l'atteint physiquement, son corps réagit, souvent il y a une grande sensibilité comme ça, qui est de toute façon fatigante, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a aussi envie de pouvoir imaginer des choses, penser des choses, avoir une conversation sans forcément être émotionnellement impliqué à fond, ou embarqué à droite, embarqué à gauche, à la moindre idée. Donc il peut y avoir un travail, on peut se dire aussi, bah voilà, le somnambulisme finalement, on va le prendre comme une des conséquences, on va travailler sur cette sensibilité en général, et on va voir ce que ça donne si votre sommeil s'améliore. Donc bon, ce sont des pistes. Après voilà, c'est comme pour tout, hein, pour tout le monde, il faut voir quand même les cas particuliers, parce que là moi je donne des grosses généralités, mais bon après faut voir les cas particuliers. Mais je trouve quand même qu'on obtient, pour le coup, il y a vraiment des problématiques sur lesquelles je suis assez sincère et je dis ouais c'est galère avec l'hypnose. Sur le somnambulisme, je trouve qu'on obtient quand même une correction, une rééducation assez facilement, et pas forcément avec des rechutes, une fois que la personne elle a acquis un bon sommeil et qu'elle sait à nouveau bien dormir. Bon, on n'a pas forcément résolu le problème général dans la journée, mais au moins, elle dort mieux et au moins elle laisse son partenaire dormir le cas échéant, ce qui est déjà pas mal. Donc voilà, ce qui me passe par l'esprit. Très bien. Mais ça me fait penser, Hum. tu parlais du fait que le corps soit en mode un peu réveillé alors que le cerveau ne l'est pas. C'est un peu je me demande, ça me fait réagir sur l'inverse des rêves éveillés en fait, où tu as le corps qui lui est complètement endormi et toi tu te vois dans la pièce sans pouvoir bouger. Tu te vois, alors le corps, de paralysie du sommeil, tu veux dire? Ouais, les paralysies Ah du oui, sommeil. oui. Ton corps est paralysé, c'est-à-dire que ton cerveau s'est réveillé, mais le corps, lui, n'a pas reconnecté. Absolument. On pourrait dire que le somnambulisme, c'est oui, c'est absolument terrible. Tu perçois les sons dans la pièce, parfois tu peux ouvrir les yeux, mais parfois non. Alors c'est même Mm. pas la paralysie du... Oui, si la paralysie du sommeil, si on en souffre, c'est qu'on se réveille d'une certaine façon. Mais en tout cas, c'est un phénomène, ça, moi je l'ai vécu personnellement à une époque, les paralysies au réveil, c'est-à-dire que tu te réveilles et ton corps, lui, s'est pas du tout réveillé et tu restes totalement, parfaitement paralysé, Mm. ce qui est pas sympa, hein. Pas du Non, tout sympa à vivre. j'en ai connu quelques-unes, c'est pour ça que je t'en parle. Ouais. On peut dire que c'est l'inverse. En tout cas, il y a un trouble, en tout cas, dans cette connexion qui d'habitude se fait, voilà. D'habitude, sommeil, ça signifie, voilà, il y a une inhibition de cette motricité. En tout cas, pas une inhibition, mais on va dire une inhibition du contrôle que j'ai. C'est-à-dire que ma motricité, elle est mise sur pilote automatique Mm. pour uniquement accomplir le sommeil et le repos dans un mode très très minimal. Et puis mon cerveau, il a toute une sorte d'activité à faire qui est une succession de stades divers. Alors mon cerveau, c'est mon corps, hein, je veux dire, je sais pas, là je fais une caricature évidemment. Mais il y a des choses qui vont me traverser l'esprit, il y a des idées qui vont être traitées, etc. Mais il faut qu'elles puissent être travaillées, traitées de façon parfaitement virtuelle. Par exemple, imaginons, si je m'imagine une scène angoissante, et que dans mon rêve, j'ai le cœur qui s'accélère, la respiration qui s'accélère, etc. Et que dans mon lit, par contre, il se passe rien. Je suis très tranquille et ma respiration reste très cool.
en général, ça va pas être retenu comme un cauchemar, en fin de compte. Soit je m'en souviens, mais du coup, en me réveillant, je m'en souviens, je m'en amuse, ou je m'interroge, mais je suis cool, en fait, au réveil. Soit je m'en souviens même pas, et ça n'a pas endommagé mon repos. C'est-à-dire que cet événement-là, cette scène-là, mon corps, il a continué de se reposer. Donc le lendemain, je suis parfaitement reposé, je suis très bien. Par contre, si j'ai vécu ce même cauchemar, et que ça a eu un impact sur mon corps, c'est-à-dire qu'il y a eu une activité... voilà, mon cœur s'est accéléré, j'ai transpiré, je me suis agité, etc. Déjà, si je me réveille au milieu de ça, je dirais vraiment, oh là là, j'ai fait un cauchemar, je me sens mal. Et puis, deux, il y a de fortes chances que je sois crevé le lendemain, quoi. Donc, je pense que on met souvent sur le compte de notre activité psychologique le mauvais sommeil, c'est-à-dire qu'on dit, le mauvais sommeil, c'est parce que j'ai pensé à telle chose, j'aurais pas dû rêver de telle chose, etc. En fait, non, on peut très bien penser à des choses absolument ou bien dynamiques, ou bien horribles, ou bien stressantes, etc. Et pourtant dormir très très bien. Moi, c'est mon cas, moi qui ai un bon sommeil, je me couche parfois le soir en ayant des choses extrêmement stressantes en tête, au bout de 10 minutes, je dors quand même, parce que mon corps s'en fiche de ce qui se passe dans ma tête. Tandis que chez quelqu'un qui va avoir un moins bon sommeil, son corps reste très connecté à sa pensée, et donc il ne pourra s'endormir que s'il a des pensées cool, zen, calmes, reposantes ou soporifiques. Ouais, mais enfin, c'est pas toujours le cas. Parfois, on a eu une mauvaise nouvelle dans la journée, alors on se dit, bon, faut pas que j'y pense. Ça y est, du coup, j'y pense. Donc, il y a bel et bien... on peut pas, voilà, on peut pas juste dire à quelqu'un, n'y pense pas. Donc, voilà, dans le somnambulisme. Bon, là-dessus, moi, je trouve que, précisément, il y a une époque où on était moins obsédé par la différence. Non, l'hypnose, c'est pas du sommeil, etc. Et on faisait des études, justement, aux grandes époques de la découverte de l'hypnose et de l'exploration du somnambulisme hypnotique. On étudiait ces somnambules pathologiques et naturels, parce qu'on considérait que c'était le même phénomène, ce qui n'est pas complètement idiot. Et donc, il y a des très bonnes choses à lire chez les anciens, chez Alexandre Bertrand, que j'ai souvent cité ici, mais même après chez les moins anciens, comme justement les expériences que Janet pouvait faire sur l'automatisme, et il dit des très bonnes choses sur le somnambulisme, c'est très très intéressant. Donc le lien entre l'hypnose et le somnambulisme pathologique sont vraiment très intéressantes. Et on parlait de patterns, justement, d'ailleurs c'est très intéressant, parce que souvent ce sont des patterns qui s'exécutent. Il y a une mission, il y a une tâche comme ça, et un pattern qui s'exécute. D'ailleurs, c'est pour ça qu'interrompre un somnambule, ou par exemple lui poser une question, parfois il continue son pattern, ou si je l'interromps, il est hagard ou agacé, ou il a une idée en tête, et il faut qu'il aille jusqu'au bout de son truc. Quand souvent on a quelqu'un qui fait exactement, je vous parlais tout à l'heure de la prestation post-hypnotique, c'est-à-dire quelqu'un à qui on dirait, quand je dirais banane, dirait boire un verre d'eau, à ce moment-là, au moment où il le fait, il est comme un somnambule, on a à peu près la même chose, on a à peu près le même phénomène en fait. D'accord. Ok. Eh bien, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à tout ça Non, question suivante. Bien. Alors, on va changer un peu de registre. C'est une question un peu longue. Si tu as besoin que je te la répète pendant ta réponse, je te la reformulerai. Enfin, je te redonnerai les petits bouts qui te manquent. Alors, peut-on ou doit-on rire aux blagues de nos clients? Ou est-ce que c'est à éviter? Je me pose des questions sur la posture adéquate et le rôle de l'humour dans le rapport. Est-ce que c'est trop intime? Est-ce que quand on rit aux blagues des gens qu'on accompagne, on se laisse pas un peu hypnotiser, embarquer par l'autre? Dans certains cas, je trouve que c'est utile. Dans d'autres, je me pose la question a posteriori en me disant qu'il y a quelque chose à ajuster sans vraiment savoir pourquoi. Est-ce que tu as un avis sur cette question? Alors sur ces questions, oui, peut-être que je ne me souviendrai pas de tous les détails, mais je crois que j'ai compris un peu l'esprit du truc. Ouais, c'est intéressant comme question. La globalité, parce que c'est vrai que c'est intéressant et ça traite de pas mal de sujets en séance. Ça peut paraître bizarre, mais je crois que je comprends cette question. Je crois que, à mon avis, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'aujourd'hui, on entend souvent, sur l'humour, globalement, le discours voudrait que, oui, l'humour, c'est formidable, c'est très thérapeutique, il n'y a rien de tel que de rire, et rire en séance, c'est formidable, et si on est embarqué dans un fou rire à deux, c'est génial, c'est super. Bon, ça, c'est bien beau. De toute façon, le rire, c'est bien, pas rire, c'est mal. On a compris ça. Mais aujourd'hui, mais c'est vrai que moi, j'ai un avis un petit peu
un petit peu différent là-dessus. Je suis pas le Pour dernier. changer. Les gens qui me connaissent, par exemple, sur les forums, sur Facebook, etc., probablement m'associent absolument pas à la question de l'humour, puisque j'ai plutôt la réputation d'être chiant, d'être très sérieux, parce que à l'écrit, franchement, même sur Facebook, en général, l'humour, ça passe pas. Le second degré, ça passe pas. Il y a toujours des gens qui le comprennent pas, donc au pire, je suis sérieux. En vrai, bon, les gens qui me connaissent, en vrai, ils savent que je suis un peu plus détendu quand même, et que je renacle pas un peu d'humour, mais pas forcément. Il y a un peu un automatisme, l'humour est roi, il faudrait absolument qu'on rie de tout et qu'on soit jamais sérieux et qu'on prenne jamais rien au sérieux. Ça me gonfle un peu, je dois dire, parce que c'est pas très intéressant. Parfois, c'est pas très intéressant. Par exemple, c'est comme on a parfois des amis comme ça qui ne peuvent pas s'empêcher de faire des blagues sur tout. Chaque phrase, ils vont faire un jeu de mots, etc. C'est pénible, c'est saoulant, ça interrompt tout, ça alourdit les conversations. Parfois, vous avez envie juste de vous embarquer sur un truc et de prendre quelque chose de sérieux parce que ça vous fait plaisir, parce que vous aimez ça, parce qu'on y prend plaisir. Bon, donc, eh bien, c'est pareil en thérapie. Je suis pas sûr que l'humour soit, enfin, c'est un ingrédient, et comme tout ingrédient, il faut savoir le doser. Et si on en met trop, c'est pas bon, quoi. En tout cas, voilà, je pense que évidemment, chacun doit faire en fonction de sa personnalité. Et si vous êtes un rigolard, eh bien, rigolez. Mais quand même, derrière ça, il y a la question de est-ce qu'on doit vraiment être soi-même en séance. Moi, quand je suis en séance, est-ce que je suis moi-même? Qu'est-ce que ça veut dire, être moi-même? Si je disais que je suis moi-même, ça veut dire qu'il y aurait un moi-même. Je serais une personne bien ennuyeuse si avec une facette. Quand je suis quand je suis en famille, je suis pas forcément le même que quand je suis au travail en séance, ou je suis pas forcément le même moi-même que là en vous parlant. Je suis pas forcément le même moi-même que en formation, et en formation, je suis pas le même si je suis en démo, si je suis en train d'expliquer un exercice, si je suis en train de faire un feedback, un recadrage pour dire oui, c'est pas sérieux tout ça, ou si je suis en train de dire ah c'est formidable ce que vous avez fait, ou si je suis en train de manger avec les stagiaires à midi, je sais pas, ou boire une bière le soir, je suis pas forcément le même moi-même. Donc il y a des facettes, il y a des modes. Et clairement, en séance, j'ai un mode, il y a une posture, clairement, qui n'est pas forcément la même que si on allait boire un canon derrière. Et cette posture, dans mon cas, je vais témoigner de mon cas. Je ne vais pas dire, voilà, il faut que vous ne riez pas, ou il faut que vous riez avec les gens. Je vais juste dire pour moi. Moi, clairement, cette posture, j'essaie de la rendre assez neutre, quand même. Et neutre en mode bienveillant. Je sais que ce mot, on l'aime pas beaucoup, etc. Mais je veux dire, neutre gentil. Pas neutre trop dur. Mais pas non plus copain. C'est-à-dire qu'on peut rigoler de choses. Ça peut m'arriver de dire une petite boutade, une petite taquinerie, mais j'essaye pas trop non plus la personne est là, elle a un problème, et son problème, il est parfois sérieux. Si elle en rit, je veux bien, mais ça doit pas venir de moi. Pas trop, un peu, mais dans mon cas, moi, je pense on valorise beaucoup la provocation, l'humour, etc. Je pense qu'il faut aussi savoir respecter la parole de l'autre, pas l'interrompre à chaque fois qu'il y a une blague Quand il y a un jeu de mots, une blague qui me passe par l'esprit, je vais pas forcément les dire. La personne, elle a peut-être pas envie que je le dise, elle est peut-être en train de parler, il faut que je l'écoute, et puis c'est peut-être pas approprié. Donc, et si la personne elle-même fait une blague et on rit, je vais peut-être sourire, valider, mais je vais faire un pourcentage bien moindre. Je vais pas trop rentrer dans le jeu, parce qu'on est quand même là. Moi, je suis le gage, je suis garant d'un cadre, et ce cadre, il est quand même celui d'un certain sérieux. C'est-à-dire qu'on est quand même là pour travailler. On peut le faire dans la bonne humeur, on peut le faire on n'est pas obligé de le faire en faisant la gueule, on peut sourire, on peut être gentil, mais on est là pour travailler ensemble sur des choses qui sont importantes. Et je ne prendrai pas votre problème à la légère, quel qu'il soit. Je le prends avec... voilà, ce n'est pas mon problème. Donc je ne vais pas montrer l'affliction et la souffrance sur mon visage, puisque moi je ne souffre pas de votre problème. Par contre, je ne vais pas non plus en rire, je ne vais pas m'en moquer, c'est pas... Parce que je me méfie beaucoup de l'humour, parce que sur le coup, parfois, on dit « Ouais, ça va, c'est de l'humour, etc. » Mais les gens souffrent beaucoup plus qu'on le pense, hein, d'une petite pique et d'une moquerie. Sur le coup, ils rigolent parce qu'il y a une prise d'otage, parfois, de l'humour. On est bien obligé, on va pas faire la gueule, en plus. Mais ça peut arriver que ce soit mal pris. Ça dépend quel humour, ça dépend quoi. Et donc, moi, en séance, j'essaie de faire en sorte que on peut rigoler un peu, mais c'est pas du tout ce qui est majoritaire. Et je pense aussi qu'il peut y avoir des façons pour certaines personnes de mettre des tests. Par exemple, il y en a qui sont dans la boutade en permanence parce qu'ils sont persuadés des rigolos et qui vont vous tester aussi en faisant des blagues. Or, faire une blague et faire rire l'autre, c'est prendre un certain pouvoir sur l'autre aussi. Donc si moi, je m'esclave pendant 5 minutes de sa blague,
je pourrais croire en théorie que c'est positif, que je lui envoie un signal positif, mais c'est pas sûr. Pas sûr qu'au fond, inconsciemment, la personne, elle se dise pas, elle me prenne tout autant au sérieux derrière. Et si ça se trouve, si j'avais souri, ou si j'avais pas ri, ou si même sa blague étant déplacée, je lui avais dit ouais, bon, enfin, moi ça me fait pas rire, peut-être que là, ça semble être négatif, mais en réalité, au fond d'elle, cette personne aurait dit ok, le test est concluant, tu as gagné ma confiance, tu es quelqu'un de solide et tu te laisses pas balader. Donc il faut faire gaffe parce que c'est pas toujours ce qui semble être une connivence, on est rentré dans le jeu ensemble, qui va être positif pour la personne, parce que c'est pas ce que la personne vient chercher. Dans le sens où elle vient chercher quelqu'un qui n'est pas un ami. Et c'est parce que ce n'est pas un ami avec qui on va rigoler comme au bistrot que cette personne va pouvoir m'aider. Donc, il y en a qui vont chercher, on peut se tutoyer, on fait des blagues, etc. Mais quelque part, si vous rentrez dans ce jeu, il y a une partie d'eux qui est déçue parce que zut, encore quelqu'un qui, sous prétexte de connivence, sous prétexte de bonne humeur, sous prétexte de chaleur humaine, n'a pas gardé sa solidité, n'a pas gardé son côté extérieur et éventuellement même cadrant. Donc, il y a une sorte d'équilibre à trouver, je pense. Ne pas forcément se laisser embarquer. Et la connivence en général, hein, c'est vraiment, on doit créer à la fois de la confiance, mais enfin, la personne sait qu'elle n'est pas mon amie, que je suis pas son ami, et c'est pas ça qu'elle est venue chercher. Hein. Donc de toute façon, j'ai pas à le faire, j'ai pas à rentrer dans ce rôle-là, ni à contrefaire ça, ni à faire semblant. Mais après, tout dépend de votre personnalité, bien entendu. Mais encore une fois, votre personnalité, c'est pas une excuse. Vous pouvez aussi travailler à un personnage qui vous semble plus professionnel que votre personnalité au bistrot, quoi. Vous n'avez pas forcément à être la même personne qu'au bistrot. Et puis en plus de ça, parfois l'humour peut être déplacé. Si quelqu'un fait une blague, par exemple sexiste, moi je suis pas particulièrement client des blagues sexistes entre nous. Et par exemple j'ai un mec qui arrive et me fait une blague sexiste parce qu'il se dit bah comme ça on se comprend hein, entre mecs. Franchement moi, je veux pas me forcer. Je peux lui faire un, d'accord. Et le mec comprend tout de suite que, enfin non, j'étais pas avec un pote, voilà, ça m'intéresse pas. On n'est pas là pour ça. Donc non, moi je me force surtout pas là-dessus. Je peux éventuellement faire un petit ah oui, ou une petite réflexion, quoi, histoire de valider. Ou même, parfois je zappe, je fais semblant de ne pas voir. Là je prends cet exemple-là, mais c'est pas forcément, ça peut être toutes sortes d'autres blagues. Donc ça peut être des tests et parfois c'est intéressant de garder sa posture, de garder le lead. Bon. Et puis il y a aussi un autre truc qui me vient à l'esprit, c'est le rire nerveux. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui vont être dans l'humour au début d'une séance, comme on peut être parfois chez le dentiste, où vous voyez quand on a une appréhension, on a une sorte de rire nerveux, et puis on fait des petites blagues, etc. Bon, c'est une façon d'exprimer sa nervosité, c'est bien. Vous êtes là, bienveillant, rassurant, et puis au bout de 5-10 minutes, on va peut-être passer ce cap-là. C'est comme il y en a qui ont besoin de râler au début, ou il y en a qui ont besoin de séduire au début. Bon, voilà, parfois les gens ont besoin de sortir quelque chose qui va leur servir peut-être même aussi à garder la face au début, à se détendre, à exprimer un peu d'eux-mêmes, et puis à s'installer dans la relation. Mais bon, l'idée c'est que ça vienne pas empiéter trop sur la séance. On a du boulot à faire, on a un temps qui est limité, les gens payent ce temps, il faut pas prendre trop de temps là-dessus. C'est pareil sur les fous rires, moi qui suis formateur, les fous rires en exercice, je les vois, mais c'est toujours les mêmes qui font les fous rires en exercice, c'est toujours les mêmes qui partent dans des fous rires et puis s'en servent comme excuse, ah désolé on n'a pas fait l'exercice parce qu'on est parti en fou rire. Souvent ça sert d'excuse quand même pour ne pas avoir essayé même, donc il y a souvent une peur d'échouer. Ça m'amuse moyennement, quoi. Le rire n'est pas quelque chose qui est forcément ah bah s'il y a rire, alors là le rire a la priorité sur tout le reste. Non, pas forcément. Et on peut très bien avoir quelqu'un qui nous fait une blague et puis on lui dit vous trouvez ça drôle, vraiment? Enfin, je veux dire, ça peut être un acte thérapeutique de dire ça à quelqu'un. Ouais. Si on voit que justement c'est son pattern, puisqu'on en parlait tout à l'heure, et c'est un pattern dans lequel la personne fuit la responsabilité ou la réalité ou le sérieux de la chose. Après, on peut avoir une philosophie qui est de ne rien prendre au sérieux, mais bon, je pense que globalement, c'est pareil, c'est sous prétexte il y a une mode de la thérapie provocatrice, il faut que tout le monde se provoque, et provoque, ça consiste à se foutre de la gueule des gens et de leurs problèmes tout le temps. Bon, moi, je suis très 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 sceptique sur cette question-là, mais bon, c'est pas mon style, on va dire. Je suis pas dans ce style-là, moi, personnellement.
Donc voilà, chacun vous faites ce que vous voulez, moi j'ai pas de leçon à donner, est-ce que vous riez pas, mais bon, en tout cas je témoigne de ma posture à moi qui est en effet de faire attention à pas se laisser embarquer et que le rire peut être sympa, mais quand les gens font des blagounettes ou des blagues tout le temps en permanence, parfois ça empêche d'avancer, ça empêche d'aller vers ce qui compte vraiment. Et puis j'ai pas forcément moi à me montrer sous ce jour-là, en effet, de me tordre de rire. On peut garder aussi une certaine posture, une certaine une neutralité, faire un petit sourire, quoi. Et puis ça empêche pas de le valider, mais de demander qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que de temps en temps, c'est vraiment, comme tu disais, la protection de la souffrance qu'il y a derrière, et justement pour pas y aller, la peur de pas y aller, quoi. Oui, peur d'y oui, aller. par exemple, on le laisse passer. De toute façon, s'il y a un moment de rire, etc., on le laisse passer, on fait un petit sourire, un petit oh, bah oui, c'est vrai, ou alors, ah, bah oui, c'est drôle. Et puis bon, et je suis celui qui va relancer derrière, je suis celui qui va dire, bon, oui, mais derrière ça, dites-moi, plus sérieusement, dites-moi, Ouais. qu'est-ce qu'il y a derrière? Bon, je vais pas non plus quand même mettre un vent aux gens en faisant semblant, hein, genre, ah ouais, super drôle, quoi. Je vais pas systématiquement faire ça. Je prenais cet exemple tout à l'heure, mais globalement, moi, je fais pas ça. Je vais pas dire, non, ah, super. Non, je fais pas comme ça, quoi. Je vais quand même dire, oh, bah oui, c'est drôle. Bon, revenons à nos moutons, quoi. Faut pas que ça soit une stratégie de fuite ou d'évitement, quoi. Ouais. Belle synthèse, Antoine. Ben, merci beaucoup. Très bien, ben écoute, on peut peut-être en rester là et puis prendre d'autres questions la prochaine fois, n'est-ce pas? Oui, mais je pense que ça fait déjà pas mal de temps, Ok. et puis on aura tout le loisir de continuer ça une autre fois. Eh ben super. Eh ben merci beaucoup Nico et puis à la prochaine alors. Merci à toi. Et puis merci à tous hein, pour votre fidélité et puis peut-être au nouveau bienvenue et puis du coup j'attends vos questions que Nico va pouvoir récolter en commentaire de cette vidéo, en commentaire d'une autre vidéo éventuellement aussi, mais alors par contre signalez-le-nous parce que ça peut nous échapper ou alors en commentaire des posts Facebook qui sont faits sur le podcast. Voilà, envoyez vos questions et on les prendra parfois dans l'ordre, parfois dans le désordre et on tâchera d'y répondre comme on pourra. Et puis je vous souhaite beaucoup de choses, beaucoup de bonheur et beaucoup de belles hypnoses à vous. Et à bientôt. Salut.